enregistrer. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, bienvenue à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir participer à ce petit café entre coachs. Est-ce que vous avez tous votre café déjà? C'est la première question. Soit café, soit thé. Qu'est-ce que vous buvez? Quelque chose? Vous avez le droit de... Vous pouvez allumer vos micros pour me dire ce que vous avez en main. Café serré. Café serré, super. Les Café autres? déjà fini, moi. Déjà fini, ok. Temps pour un deuxième. Ok, super. Alors, déjà, merci d'être là. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de monde pour cette première édition du Café entre coachs. L'idée, c'est que j'aimerais bien essayer de faire ça une fois par semaine, tant que mon horaire le permet. Je vais essayer de le garder même jour, même heure. Et idéalement, si on peut avoir de plus en plus de personnes qui participent, ce sera cool. L'idée, c'est que je puisse répondre à vos questions en direct, parce que c'est quand même toujours plus sympa que de le faire par écrit ou par message direct. Normalement, avec Zoom, ben là, on a à peu près 40 minutes avec l'enregistrement à plusieurs personnes. Si on a plus de questions après, en gros, quand ça se termine, on revient sur le même lien si vous voulez encore poser quelques questions jusqu'à 9 heures. Comme ça, on peut faire une heure complète. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire, on est quoi, 2, 4, 5. L'idée, c'est de pouvoir faire le tour de tout le monde, en tout cas 2 voire 3 fois, histoire de pouvoir répondre à pas mal de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste commencer je vais commencer par Peyo, vu que tu es en haut à gauche sur mon écran. Et ensuite, on va passer un à un. Et je vous laisse poser votre question. Ouais, et après, bien sûr, laissez votre micro allumé pendant que je réponds. Comme ça, s'il y a un petit peu d'interaction à avoir, allez-y sans autre. Si quelqu'un veut intervenir, bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre micro sur on et puis à ajouter quelque chose à la conversation aussi. Le but, c'est pas que ce soit un monologue. Donc, ok, Peyo, écoute, je te laisse commencer. Tu peux allumer ton micro et puis peut-être pour les autres coachs qui sont là, tu peux dire un petit peu parler un petit peu de toi, dire ce que tu fais et ensuite, si tu veux envoyer avec une question, c'est ton tour. Vas-y. Ça marche. Bah, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Peyo, je suis étudiant en troisième année de licence TAPS. J'aimerais m'orienter sur de la recherche en sciences du sport, plutôt orienté méthode de l'entraînement ou évaluation de la perf, tout en ayant quand même un petit pied-à-terre en prépa physique. Donc à la base, moi je suis surtout issu des sports d'endurance, mais je commence un peu à m'intéresser à tout ce qui touche à la vitesse, notamment sur la prépa physique en rugby ou foot US, que je trouve c'est des sports vraiment intéressants vu que chaque poste doit avoir une prépa spécifique. Donc au niveau du boulot du prépa physique, c'est quand même c'est assez global, donc je trouve ça pas mal intéressant. Du coup, pour ma question, Sean, c'est une question plutôt axée haltéro. Mhm. Je voulais savoir quand est-ce que tu as intégré de l'haltéro dans tes planifications Mhm. et comment tu abordes l'haltéro pour quelqu'un qui a jamais touché une barre d'haltéro. Très bonne question. Et pour tous ceux qui écoutent, Peyo a commencé un podcast récemment, donc je vous encourage à aller écouter son podcast. Il a des très très bons invités. Je ne citerai pas le premier, mais en tout cas, allez voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment chouette. Ok, donc haltéro. Dans quel cas j'intègre de l'haltéro dans mes progs? La première, ça va être pour quelqu'un qui fait de l'haltérophilie en sport. La deuxième, ça va être pour quelqu'un qui fait du crossfit et qui nécessite ces compétences-là. La troisième, c'est avec quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience en haltéro et qui aimerait continuer pour leur préparation physique, peu importe l'objectif, mais en sachant qu'ils ont déjà une base technique solide. Et la quatrième option, ce serait pour quelqu'un qui a vraiment, vraiment, vraiment envie d'apprendre comment faire les levées, qui n'a pas encore eu l'occasion de l'entraîner, qui a beaucoup de temps pour s'entraîner aussi, en sachant que ça va prendre une grosse partie de l'entraînement de la semaine pour le faire bien, pour l'apprendre correctement. Et ensuite, c'est les seuls cas où j'inclurais de l'haltéro dans le sens où, à mon avis, les qualités physiques que tu développes avec une barre dans les mains en faisant les mouvements d'haltéro, tu peux les développer avec d'autres exercices de manière tout à fait adaptée et avec une fraction du temps nécessaire pour apprendre les mouvements d'haltérophilie. Et donc, j'ai rien contre l'haltéro, j'en ai fait moi-même, j'adore le sport, c'est magnifique.
Et quand c'est bien fait, c'est vraiment quelque chose de chouette à autant entraîner, autant regarder. Mais je pense vraiment qu'il faut mettre dans la balance le temps que ça prend pour devenir efficient avec ce type de mouvement et combien de temps tu as, toi, pour t'entraîner. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, donc ça, c'est quand je l'intégrerai. Et ensuite, comment j'aborde l'haltéro avec quelqu'un qui n'a pas de base, on va dire. Ça va être au début avec une barre vide pendant un certain temps. Et c'est peut-être un petit peu la méthode old school, mais personnellement, j'ai vu beaucoup de progrès, même de gens qui avaient déjà des compétences, on va dire, moyennes en haltéro, de passer du temps et de passer et d'être focalisé sur la position, les positions, la technique. Avec une barre vide, ça aide beaucoup, même après en repartant avec des barres plus lourdes. Même pour quelqu'un qui a déjà de l'expérience en haltéro. Je pense qu'on passe pas assez de temps avec une barre vide dans les mains. Je me rappelle d'un séminaire que j'avais fait au Canada. C'était un séminaire de 2 jours avec Guy Grevette qui, si je me trompe pas, il était allé au JO en 84 en haltéro pour le Canada. Donc un très très bon coach. Enfin, l'un ne veut pas dire l'autre, mais c'était un très très bon coach malgré ça. En plus de ça, on va dire. Et on avait presque passé un week-end complet avec juste la barre vide dans les mains. Alors certes, on avait mis quelques points à un moment donné, mais on avait vraiment passé beaucoup de temps avec la barre, beaucoup travaillé sur la position, beaucoup travaillé sur le flux du mouvement. Et je me rappelle qu'à la fin du week-end, donc on avait fait des centaines et des centaines de reps avec des barres vides, donc on était bien fatigué. Et malgré ça, j'avais réussi à faire un épaulé, je crois que j'avais fait un épaulé jeté à 100 kilos, ce qui était, c'est pas énorme. Mon PB, il était à 115, je crois, quand je faisais de l'haltéro. Euh, et donc, j'avais fait 100 kilos en épaulé jeté, mais ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas vraiment touché une barre. Et le fait que j'ai pu faire les 100 kilos, c'était vraiment parce que j'ai passé autant de temps avec une barre vide dans les mains, que le mouvement était super fluide au final et que je le comprenais beaucoup mieux. Et donc, j'ai pu faire ça assez aisément sans vraiment me mettre dans le MAM parce que j'avais tellement travaillé ma position. Donc, je pense que c'est peut-être pas la méthode la plus chouette pour apprendre, mais personnellement, si quelqu'un veut apprendre l'haltérophilie, je préfère prendre cette approche qui est de la patience et de la technique et de la position. Après, pour aller dans les détails, je pense que ça dépend parce que tu vas avoir plein de philosophies différentes autour de l'haltérophilie. Si tu recherches un petit peu, tu as les Russes et leur façon de faire, tu as les Américains, tu as les Chinois, pour n'en citer que quelques-uns, tu as les Kazakhs, et ils ont tous des approches différentes, notamment sur les différentes positions à adopter ou les points clés à taper dans la séquence de déplacement avec la barre. Donc, je pense qu'à partir de là, faut faire ta propre recherche pour déterminer qu'est-ce qui te convient à toi comme coach, mais surtout qu'est-ce qui convient à l'athlète selon ses prédispositions anthropométriques, si c'est bien le mot, parce que ça joue un grand rôle par rapport à quelle position tu peux adopter ou pas. Pas en utilisant ça comme une excuse, mais j'ai des très grandes jambes et un torse tout petit. Et donc, c'est un peu l'opposé on va dire, de la carrure d'un haltérophile chinois, par exemple, qui a des très petits segments au niveau bas du corps et un torse très long de manière générale. Et donc, c'est clair que si tu essayes d'imiter exactement les positions que eux vont pouvoir trouver ou retrouver ou effectuer, tu vas certainement t'y perdre un petit peu. Donc, je pense qu'au niveau de l'approche technique, il faut t'instruire, il faut passer du temps avec une barre dans les mains aussi. Faut essayer de travailler avec plusieurs coachs, voir plusieurs perspectives et ensuite voir comment toi tu peux intégrer tout ça. J'espère que ça répond à ta question. Ah ouais, super. Bah, en fait, je me posais la question parce que c'est un peu à la mode d'intégrer de l'haltéro, quel que soit le sport. Donc, bah, je me demandais comment ça se passe quand les personnes elles ont Ouais, aucune faculté à la base, quoi. Si bah en ça valait le général, coup, si ça valait le coup de travailler dessus ou pas. ouais, faut que tu fasses ton pros and cons. Il faut que tu prennes un bout de papier, que tu mettes voilà, point positif, point négatif, quelles sont les alternatives, à quel coût est-ce que je fais ça au lieu de faire quelque chose d'autre, qu'est-ce que ça leur apporte, est-ce que tu vois, par exemple, si c'est des jeunes dans un cadre académie du sport, donc ils ont du potentiel peut-être pour aller plus loin quand ils sont plus âgés, euh, c'est certainement une bonne idée d'utiliser 5 ou 10 minutes de ta séance ou de tes séances avec eux pour leur apprendre les bases pour que quand ils aillent plus loin dans leur formation, ils aient déjà ces bases-là.
tu vois. Donc, ça, c'est un autre cadre dans lequel j'intégrerai certainement, en tout cas, les bases, sans nécessairement en faire la pièce centrale de l'entraînement. Mais c'est un outil, encore une fois, c'est un outil comme parmi tant d'autres. Et c'est à toi de savoir quand c'est une bonne idée d'utiliser et quand c'est peut-être une perte de temps par rapport à d'autres options que tu peux avoir. Ok, Ça super, joue? merci. Ouais, Super. super. Si je peux dire un truc par rapport à ça, Sean, Vas-y, Cortez. ben, moi, l'haltéro, tu vois, c'est mon sport. Je suis aussi coach, mais c'est le sport que je pratique, enfin, c'est le sport que j'ai commencé. Et ça me rappelle qu'au Crêpes de Montpellier, tu vois, ils leur faisaient faire de l'haltéro pour les heptathloniens. Et au final, ça ressemblait à rien. Je dis ça quand j'étais en stage. Et comme dit Sean, c'est mieux limite de pas en faire que vouloir faire de l'arraché à tout prix. Et moi, pour ma part, ce que je leur mettais, tu vois, c'était des semi-techniques comme du jeté force, tu vois. Parce que c'est pas si compliqué. Il suffit voilà, de poser la barre sur les clavicules. Et si tu cherches du transfert pour la verticalité, c'est pas mal du tout. Ou alors des mouvements en déplo, tu vois. Parce qu'au final, tu commences au-dessus du Mhm. genou. Mhm. Tu as le passage des genoux qui est enlevé. Et c'est pas si compliqué. Et bon, passer en flexion, ça, c'est pas spécialement utile pour développer la puissance. Tu peux rester sur des semi-techniques debout qui sont beaucoup plus compliquées et plus sécures, quoi. Ouais. Alors, en tout cas, merci Cortez d'être intervenu parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir des cas pratiques aussi tu vois, de personnes comme toi qui coachent et qui s'entraînent et qui peuvent corroborer certaines positions. Je pense comme toi, euh, si tu parles d'inclure des mouvements complets d'haltéro, c'est une chose. Si tu parles d'inclure un tirage depuis les blocs, par exemple, sans nécessairement avoir une réception sur les épaules ou au-dessus de la tête pour un épaulé ou un arraché respectivement, là déjà, tu as un mouvement qui peut, comme a dit Cortez, qui a beaucoup plus de transfert au niveau de la hanche, au niveau du développement de la puissance pour tout ce qui est des sauts, sans avoir tous les aspects qui sont techniquement compliqués au niveau du lever, qui sont donc cette partie entre le sol et le genou qui requiert de maintenir une certaine position, une certaine posture qui demande beaucoup de travail, et ensuite une phase de réception. Et je veux dire, surtout si tu bosses avec des gens type rugbyman qui ont des épaules en vrac, qui ont des poignets pas super mobiles, la dernière chose que tu veux, c'est leur écraser une barre lourde sur les épaules avec une position d'épaule enfin, sans les prérequis de mobilité. Enfin, tu demandes à créer des problèmes. Donc oui, partir d'un bloc et faire un tirage, ça peut être une variante qui est tout à fait, qui est beaucoup plus facile à justifier et à inclure qu'un mouvement complet. Et qui plus est, que tu peux être très lourd sur du tirage. Donc, même si tu veux chercher de la force, ça marche bien. Et pour le rugby, on a un livre en France, c'est l'haltéro au service de la prépa physique. Et montrer, par exemple, le tirage d'arraché sans ramener la barre. Il ressemblait pas mal à la position de mêlée. Du coup, Mhm. ça pouvait être intéressant pour le renforcement aussi. Ouais. Ouais, je pense que tant que c'est bien raisonné et tant que tu as bien réfléchi pourquoi tu le fais et quelle portion du mouvement tu choisis, voilà, c'est à toi mais c'est à toi en gros, te le justifier pas aux autres, mais à toi dans ta tête par rapport aux autres options que tu as en tant que coach. Et c'est ça qui va te dire le oui ou le non. OK? Ok, ça marche. Merci pour vos retours. Yes, super. Rémi, je te laisse enchaîner si tu as une question. Si tu n'as pas de question, c'est pas grave. Est-ce qu'il a gelé ou il ne bouge pas? Je ne sais pas. Ah, il s'en est allé. Ok, il reviendra certainement. Du coup, Cortez, vas-y, enchaîne. Ok. Du coup, moi, c'est plus une question sur le personal training. Ouais. Donc, avant la fermeture des salles, bon, faut savoir qu'en France, là, on vient de se prendre un autre confinement. Avant la fermeture des salles, moi, j'étais dans un groupe qui avait des accords avec un Basic Fit. Et si tu veux, ben, en fait, on avait toute la clientèle du Basic. Du coup, c'était pas compliqué pour nous, si tu veux, d'avoir des nouveaux prospects. Donc, ma question, elle est assez large, mais actuellement, voilà, qu'on n'a plus cet apport de prospects, comment justement aller trouver du prospect sans passer pour, comment dire, le gars mort de faim, enfin, faire du démarchage agressif Ouais. et sans se prostituer sur YouTube, enfin, sur les réseaux, à faire des jumping jacks et des trucs de. Enfin, je suis un peu agressif là, mais de fit girl, quoi. Ouais, ouais, non, on est d'accord, je te comprends. Je pense que la première chose à faire, c'est juste au niveau du mindset, c'est de comprendre ce que tu vends et pourquoi tu le vends. Et quand tu parles de démarchage agressif, tu penses aux
au vendeur qui veut absolument faire sa vente et qui te vend un truc dont tu n'as pas vraiment besoin. Donc, je pense qu'il faut déjà te recadrer ça pour toi-même et te dire, voilà, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais et à qui ça correspond et à qui ça peut bénéficier. Et quand toi, tu vas apporter tes services à quelqu'un en tant que coach, tu vas leur apporter, tu vas pas essayer de leur vendre du coaching juste pour leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin. On est d'accord que c'est quelque chose qui va pouvoir, dont tout un chacun va pouvoir bénéficier au niveau de leur santé, de leur longévité, de leur qualité de vie. Et donc, rien que dans ce cadre-là, il faut changer l'approche, en gros, ou la perspective de ce que tu essaies de vendre. Tu n'essaies pas de vendre un magazine à 15 francs par mois dont personne n'a besoin. Tu essaies de vendre un service qui va permettre aux gens de vraiment se réaliser, d'atteindre leur potentiel et de vivre une vie qui sera plus pleine, dont ils pourront profiter, certainement pour plus longtemps, avec potentiellement moins de soucis de santé et de risque d'accident et toutes ces choses-là. Donc déjà, si tu pars de cette approche-là que toi, tu vas vendre tes services pour aider les gens, ça change un petit peu la donne par rapport à l'idée de je vais vendre un service dont personne n'a besoin et en gros, tu te sens comme un vendeur qui essaie d'arnaquer les gens. Donc ça, je pense que c'est la première chose, c'est pour toi te dire voilà, pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce que je vais apporter aux gens. Et dans un deuxième temps, comment aller chercher des prospects. Je pense que tu ouvres ton téléphone, tu regardes ta liste de contacts et tu appelles tout le monde pour leur dire ce que tu fais et pour leur parler de ce que tu fais. C'est con hein, et c'est tout simple et tout le monde peut le faire. Mais je pense que c'est le réseau que tu as actuellement, c'est il a une valeur qui est assez incroyable et on n'y pense pas assez dans le sens où avant d'acheter quoi que ce soit, les gens ils vont devoir te connaître et ensuite te faire confiance et ensuite t'apprécier. Et après ça, ils vont penser à s'engager. Si tu regardes le réseau que tu as à l'heure actuelle, ton réseau que tu as présentement, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des connaissances, ça peut être des collègues d'un ancien travail que tu avais. Ces gens-là, ils te connaissent déjà, ils te font certainement déjà confiance et ils t'apprécient certainement aussi. Et donc, même si eux directement, ce n'est pas les premiers à peut-être vouloir travailler avec toi, eux, ils ont aussi un réseau qui va être comme ça. Et le bouche à oreille, ça va de toute façon être sur le long terme, ça va être la meilleure façon de procéder dans le sens où c'est des gens qui te font déjà confiance, qui vont te recommander auprès d'autres gens qui, eux, leur font confiance aussi. Donc, tu as cette chaîne de confiance qui existe déjà. Et donc, peut-être, si tu veux pas y aller de manière super agressive en appelant tous tes amis en disant « Ouais, alors je fais du coaching, est-ce que ça t'intéresse ?» C'est peut-être demander à toutes ces personnes que tu connais déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton réseau ou autour de toi qui pourrait bénéficier d'entraînement, qui a besoin d'une remise en forme, qui a besoin d'une orientation au niveau de la structure de leurs entraînements? Est-ce qu'il y a des objectifs de sport, des objectifs de santé? Et donc, en gros, aller chercher dans ton réseau actuel s'il y a déjà des gens qui pourraient en bénéficier. Dans le passé, quand je l'ai fait, je l'ai toujours abordé comme ça. Comme ça, la personne à qui tu parles, elle ne se sent pas nécessairement attaquée, tu vois, dans le sens où, ah putain, il m'appelle juste pour me vendre son truc. Non, écoute, alors je fais ça, j'essaie de développer mon entreprise, ma base de clientèle et je voulais savoir s'il y avait quelqu'un dans ton réseau que tu connais qui a mentionné récemment une remise en forme ou qui a besoin d'une orientation, etc. Et je pense que c'est le meilleur point de départ parce que ça va rien te coûter, ça va te coûter du temps, mais si tu n'as pas une semaine remplie de clients, du temps, tu vas en avoir. Donc, tu as du temps pour appeler ces gens-là, tu as du temps pour tenir une fiche Excel de qui t'a appelé, quelles conversations tu as eues et quand il faudrait les rappeler. Et je commencerai avec ça. Et si déjà avec ça, tu n'arrives pas à trouver 3 à 5 clients, je serais surpris. Tu vois, si tu le fais de bout en bout, si tu commences de A et tu vas à Z sur ta liste de contacts, les chances sont que quelque chose va se passer. Et après, en plus de ça ou en parallèle de ça, est-ce que tu as une vitrine en ligne? Quand je dis vitrine, ça peut être une page sur Google My Business, ça peut être une page Facebook pour ton business, ça peut être un site web, même si c'est un site très très simple. Pour moi, un site web, c'est pas que la question, c'est pas que tu peux faire 100 et que tu devrais toujours en avoir un. C'est que je pense que en 2021, le site web, c'est comme la carte de visite. Les gens, quand ils vont vouloir en apprendre un petit peu plus sur toi, ils vont te chercher en ligne. S'ils ne te trouvent pas, déjà, ils vont se poser des questions. Est-ce que tu existes? Est-ce que tu fais ça de manière correcte? Je pense que déjà, être présent en ligne,
d'être consistant au niveau ou d'avoir une certaine continuité, une congruence, on va dire, au niveau de tes différents profils sur les différents réseaux. Donc, à quoi ressemble ton profil sur Instagram, à quoi ressemble ton profil sur Twitter, en sachant que différentes personnes vont vivre sur différentes plateformes et donc te trouveront peut-être sur différentes plateformes. Donc, est-ce que déjà tu as, on va dire, une image qui est propre et qui est unique au lieu d'avoir sur Twitter, tu parles seulement d'un truc lambda et puis après sur Instagram, tu parles d'un truc complètement différent. Puis après, tu n'existes pas sur Facebook ou tu n'existes pas sur YouTube. Et je ne dis pas que tu dois alimenter toutes ces plateformes tout le temps, mais je pense que d'avoir une présence pour que les gens, quand ils te cherchent, ils te trouvent là où ils sont, c'est super important. Est-ce que tu as des témoignages des personnes avec qui tu as déjà travaillé, donc qui t'a rappelé les gens avec qui tu as travaillé dans le passé pour leur dire écoute, j'essaie de développer mon truc, est-ce que tu pourrais prendre 5 minutes pour me laisser un petit retour, essayer de centraliser ça. Moi, je le fais sur Google My Business parce que je sais que quand les gens ils vont me chercher en référencement local, quand ils vont taper Personal Trainer Nyon, eh ben, je vais être le premier sur la liste. Et avec mes 50 témoignages de gens avec qui j'ai travaillé dans le passé et les autres personnes qui sont sur la liste, ils en ont deux, peut-être trois. Moi, je sais personnellement que quand je cherche un service ou un produit et que je le cherche en ligne et que je le trouve en référencement local et que je vois combien de témoignages les différents business ont, la personne qui a les meilleurs témoignages et le plus de témoignages, si je ne connais pas encore les différents acteurs dans ce secteur-là, je vais toujours me diriger vers cette personne-là. Donc, je pense que d'avoir ça en fond comme, on va dire, validation sociale, très simplement, pour quand les gens te cherchent, ils te trouvent et ils voient que tu as déjà travaillé avec des gens, que tu as pu fournir un service de qualité, que tu as pu aider les gens à atteindre leurs objectifs. Ça, c'est super important. Donc, en gros, il faut travailler sur les deux côtés, ta présence et ton image en ligne de manière générale. Et ça ne veut pas dire poster sur les réseaux 7 fois par jour, mais il faut que tu sois présent et il faut que tu aies une image qui soit propre et professionnelle. Et ensuite, il faut que tu ailles chercher des gens. Parce que malheureusement, les gens, ils ne vont pas juste te tomber dans le creux de la main. Et donc, voilà, commence avec ton réseau. Une fois que tu as épuisé ce réseau personnel que tu as, on peut reparler et on peut parler d'autres stratégies, mais je pense que avant d'aller chercher des gens qui ne te connaissent pas encore pour essayer de les convaincre d'acheter quelque chose et ils ne savent même pas s'ils en ont besoin ou pas, va auprès de ton réseau personnel et regarde si tu peux aider des gens déjà dans ce cadre-là. Je pense que c'est le meilleur investissement de temps que tu vas pouvoir faire pour démarcher au début. Ok. Ben ouais, ça me paraît une bonne idée parce que j'avais fait pas mal de séances d'essai, tu vois, dans le basique. Et au final, je pense que je dois avoir au moins une cinquantaine de bases de prospects, des gens avec qui ça n'avait pas forcément marché. Mais comme tu dis, je peux essayer de les contacter en leur disant si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin, ben, n'hésitez pas, voilà. Et aussi, j'ai des anciens clients qui avaient arrêté parce que je sais pas si tu as suivi en France, mais ça fait du grand n'importe quoi. Du coup, on est confiné, on a un couvre-feu, des gens qui bossaient tard le soir que ben, au final, je pouvais plus prendre, etc. Et ouais, commencer par eux. Et effectivement, après, le site, c'est vrai que j'en ai pas. Après, je centralise tout sur Insta, même les témoignages. Mais j'ai un YouTube aussi, alors peut-être être un peu plus actif sur YouTube aussi et Facebook. Ouais, je pense vraiment que ce n'est pas une histoire d'être plus actif ou de faire plus de contenu. Je pense qu'il faut que tu aies une base de référencement qui soit propre et Ouais, le site aussi. professionnelle. Donc, référencement Google, un site, ça peut être un site d'une page que tu peux faire en une journée. Il y a assez de services de sites internet maintenant qui te permettent de faire ça à moindre coût. Si tu es un petit peu démerde, tu peux faire ça sur WordPress. Tu achètes un thème, non, tu as même plein de thèmes à une page qui ne te coûte rien. Ça te prendra un petit peu de temps pour comprendre comment structurer ça et mettre les choses en place, mais il y a assez de tutoriels sur YouTube pour t'en sortir et pas devoir payer des milliers, des cents pour ça. Mais donc, je pense déjà, ouais, avoir une image propre en ligne et professionnelle, avoir les témoignages, avoir le référencement local et ensuite, de l'autre côté, aller creuser dans ton réseau que tu as déjà ou des gens avec qui tu as travaillé dans le passé. Pour toi, ça va être les premières choses à faire et ça devrait t'occuper la majorité des 2 prochaines semaines si tu fais ça bien. Et je serais surpris si tu n'as pas en tout cas quelques prospects, voire quelques nouveaux clients d'ici la fin de ce process. Ouais, écoute, je vais faire ça, je te tiendrai au courant. Merci beaucoup. Super, nickel Cortez. Rémi, on avait perdu la connexion avant. Je ne sais pas si tu as une question. Ouais, je suis désolé, j'ai plus de réseau dans ma résidence, donc je Pas de suis passé souci. sur mon téléphone. Pas de souci. Ouais, si, j'ai même plusieurs questions, mais je vais me concentrer sur une d'abord.
Sur les facteurs limitants, euh, j'ai vu que tu avais fait une interview avec Kyle Dobbs et, et lui, il partait du principe qu'il regardait d'abord le facteur limitant spécifique de la pratique, donc le facteur limitant vraiment qui est centralisé. Si c'est un sprint, bah, ça va être capacité oxygénée, par exemple, individu. Et finalement, maintenant, j'ai l'impression que si tu augmentes un des facteurs limitants, euh, si tu augmentes ton facteur limitant, tu vas élever un petit peu le tout, puisque tout est un peu intercorrélé. Et du coup, je voulais savoir comment toi t'organises, si tu mets un focus ou si tu passes d'abord par la spécificité de l'activité ou si tu passes d'abord par l'individu et son facteur limitant. Donc, pour bien comprendre ta question, est-ce que tu regardes l'organisation de l'entraînement au travers du prisme des facteurs limitants ou au travers du prisme de l'activité sportive en premier? C'est juste? Ouais, c'est ça. Voilà, est-ce que tu regardes le facteur limitant de l'activité et tu mets un focus dessus, ou alors tu te dis, bah, finalement, si j'élève le facteur limitant de mon individu dans les systèmes énergétiques, je vais élever le tout, quoi. Ouais, je pense qu'il faut regarder les deux. Je pense qu'il n'y a pas de raison de choisir soit l'un, soit l'autre. Il faut que ton programme il soit orienté sur le développement général des capacités et des habilités physiques de la personne. Il faut que ce soit adapté ensuite au sport dans lequel il ou elle va évoluer. Et ensuite, il faut aussi, à un moment donné, il faudra regarder le facteur limitant, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau développement de la force, que ce soit au niveau articulaire. Tu vas avoir des choses qui te limitent dans tous ces domaines-là. Et donc, d'orienter une partie de l'entraînement ou certaines séances sur ces facteurs limitants qui vont te permettre, comme tu as dit, d'élever le tout. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement chercher à faire soit l'un, soit l'autre. Parce qu'il faut quand même rester spécifique à ton sport, mais malgré ça, ça ne t'empêche pas d'aller chercher ton facteur limitant. Tu vois, avec les quelques personnes que j'ai pu tester jusqu'ici et à qui j'ai pu recommander certains protocoles d'entraînement pour adresser leurs limitations spécifiques, leurs entraînements, ils continuent. Ce qu'ils avaient avant comme cadre d'entraînement, ça reste en place, ça continue. Et c'est simplement une ou deux séances, ça dépend des cas, mais entre 2 et 4 séances de plus par semaine. Alors peut-être qu'au niveau de la charge d'entraînement, ça va faire trop et donc il va falloir réorganiser un peu le reste de l'entraînement, de mettre certains aspects de développement en maintien et pour pouvoir adresser ces facteurs limitants de manière spécifique. Donc après, ça, c'est la magie de la programmation où ça va être à nous de périodiser correctement, de prioriser, d'organiser pour faire en sorte qu'on puisse, un, maintenir toutes les qualités physiques dont on a besoin et deux, travailler sur certains aspects spécifiques pendant un certain temps avant de repartir sur quelque chose d'autre en sachant que voilà, on ne peut pas tout travailler tout le temps, ça on le sait. Donc, est-ce que pendant 6 semaines, je vais en gros mettre mon développement spécifique pas en stand-by, mais en maintien, ce qui requiert de manière générale à peu près un tiers du volume de travail. Donc, si tu faisais 3 grosses séances de renfort par semaine, avec une bonne grosse séance bien organisée, tu peux maintenir la majorité de ces qualités déjà développées auparavant et passer un peu plus de temps sur les choses qui te limitent à l'heure actuelle. Je pense que ça peut être c'est le nerf de la guerre quand on parle de périodisation. Et après, ça va être faire en sorte que quand tu supérimposes ça sur la saison d'entraînement ou de compétition du sport en question, que ça joue. C'est un peu, je sais que c'est une réponse un petit peu vague, mais parce que Ouais, tu dois tout travailler de toute façon. Tu n'as pas vraiment le choix. À moins d'être un haltérophile où tu as, une chose à faire. c'est sûr. Sur certaines périodes de l'année, tu vas te focaliser beaucoup plus sur ça que ton développement général. Euh, mais voilà, de manière générale, pour la majorité des sports qui requièrent diverses qualités physiques et athlétiques, il va falloir garder un fil d'un petit peu de tout. Certains parlent d'intégration verticale, donc tu gardes un peu de tout et tu modules le volume en fonction, en fonction du temps dans l'année où tu te trouves par rapport aux besoins de l'athlète en question. Ok, d'accord. Ça joue comme ça? Ok. Ouais, ouais. Super. Louis, je te laisse enchaîner. Yes. Salut tout le monde, ceux que j'ai pas vu. J'espère que vous me captez bien. Des fois, c'est ma connexion n'est pas forcément un peu capricieuse. Je sais pas si c'est bon Jusque-là, pour c'est tout le bon. monde.
Bon, ok, excellent. Déjà, première chose, j'y pense depuis tout à l'heure si je peux me permettre de revenir sur la question de PO, je crois, parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, je trouve, dans la préparation physique. Et du coup, c'est vrai que je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit et Cortés aussi. Je trouve que c'était intéressant. Mais si on peut rajouter le fait que aussi les mouvements d'haltérophilie en préparation physique, en règle générale, c'est quand même, ça peut être intéressant. Mais en même temps, je peux aussi, enfin là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de barre. Et en fait, finalement, les qualités que tu peux retrouver dans les mouvements d'haltérophilie et les composantes, en fait, finalement, tu peux les retrouver avec d'autres outils qui font que tu es carrément moins limité. Et du coup, ça pourrait être ça, les variantes avec des sportifs qui sont, par exemple, tu parlais de sport d'endurance, des fois, ils sont pas du tout, ils sont aux antipodes de ce qu'on pourrait faire en haltérophilie. Et puis, la barre, c'est un vrai facteur limitant par rapport à la position, la hauteur des disques et ainsi de suite. Alors qu'au final, déjà, les semi-techniques, c'est une bonne alternative, carrément. Et en même temps, avec un sandbag, avec un kettlebell, un halter, tu peux retrouver les mêmes principes. Est-ce que tu auras envie d'aller chercher en haltéro avec une barre et d'être moins limité par les trajectoires ou les positions et les tensions à appliquer grâce à une autre prise, tout simplement. Ça, c'est un truc Ouais, que moi j'utilise. je pense que c'est une bonne. Bien sûr, il y a toujours des alternatives. Après, ces alternatives-là, elles viennent à un coût aussi. En termes Ouais, de. bien sûr. Par exemple, si tu veux charger ton athlète, Ouais, un trap bar jump, tu vas pouvoir le charger beaucoup plus que faire un clean ou un snatch avec une kettlebell. ouais, bien sûr. Donc là, déjà, on n'est pas dans le même monde quand tu parles même d'une kettlebell de Tout à fait. 24 ou même 32 kilos pour ceux qui sont très compétents. Mm. Si tu compares ça à un trap bar jump que tu peux faire avec 80, 100, 120 Ouais, bien sûr. kilos, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même monde. Mais oui, oui, tout à fait. On peut Je pensais adapter ces surtout choses-là. à un athlète débutant ou enfin débutant Absolument. dans la discipline et qui cherche à quand même développer un potentiel en explosivité, par exemple. Ouais, exactement. Et donc, il y a toutes ces options qui sont disponibles au-delà de la barre. Donc, je pense que c'est une bonne remarque. Très bonne remarque. Bon, après, les autres questions, elles étaient cohérentes aussi, hein, mais c'est vrai que j'y pensais tout à l'heure quand on en a parlé. Non, t'as bien fait, t'as Euh, bien fait. Vas-y. Et du coup, moi, ma question, elle va être sur enfin, j'en ai plusieurs aussi, hein, et puis il y en a qui sont venus avec justement les questions que vous avez posées aussi, les gars. Et en fait, du coup, ma question, elle est sur la préparation physique des sportifs en équipe que moi, j'ai eu à faire aussi, à me confronter. J'ai commencé par ça. Et ma question, elle était surtout sur le fait que, est-ce que tu penses réellement qu'on est capable, en étant préparateur physique tout seul, je parle tout seul, de faire de la qualité, vraiment de la qualité. Je ne parle pas de bricolage dans un groupe et dans une équipe. Enfin, voilà, c'était un peu ça la question. Je ne sais pas si j'étais clair, mais est-ce qu'on Ouais. est capable de faire vraiment de la qualité à 100%, comme tu pourrais le faire en individuel en ayant un groupe? Et je me rapproche surtout enfin, la question elle se visait sur la préparation physique d'une équipe en fait. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, tant que tu prends du temps pour faire le travail en amont. Mhm. Euh, je sais que la saison dernière que j'ai faite avec l'équipe de Nyon, donc j'avais le groupe senior, c'est 2 équipes. À l'entraînement, c'est entre 30 et 40 personnes. Mhm. Euh, et donc, j'étais tout seul en prépa physique pour gérer ça. Il faut juste être très, très bien organisé. Ça veut dire qu'il faut avoir un plan que tu as bien réfléchi, que tu as bien organisé, que tu as bien timé. Il faut avoir des contenus d'entraînement qui sont adaptés à tout le monde, des contenus d'entraînement que peut-être tu peux moduler par rapport à certains groupes que tu as effectués auparavant, selon leur niveau soit de compétence, soit de développement physique, que ce soit sur du travail d'endurance, même du travail de vitesse. Tu as peut-être 2 ou 3 groupes séparés, en sachant que groupe 1, ils vont faire tel et tel exercice, groupe 2, ils vont faire ça, groupe 3, ils vont faire ça. Bien sûr, plus du fait de groupe, plus ça demande de travail et d'avoir un œil partout, donc plus c'est compliqué. Mais je pense que si c'est bien organisé, c'est tout à fait faisable. Ce que moi, j'avais fait, c'est que j'avais planifié toutes les séances à l'avance. J'avais fait une petite présentation type Zoom comme ça pour expliquer la progression de la pré-saison, qu'est-ce qu'on allait faire et pourquoi et quand et comment. J'avais permis aux joueurs de me poser des questions en amont de la préparation physique et de la pré-saison. Et avant chaque séance, je mettais dans le vestiaire le déroulement de la séance avec où on était, en sachant que le centre sportif où on est, il est assez grand. Donc, des fois, on est sur des sprints en côte, des fois, on est sur la piste, après, on est sur le terrain. Donc, d'être très, très clair à quel moment on était où. Ici, c'est basket, ici, c'est crampon. Temps de transition, temps pour boire un petit peu d'eau. Donc, beaucoup de planification en amont.
beaucoup de communication avec les joueurs aussi et les coachs pour expliquer pourquoi et comment. D'abord, dans un premier temps, avec les coachs pour que bien sûr on soit tous sur le même niveau, et ensuite avec les joueurs pour communiquer ce qui va se passer. Et une fois que tu as mis ça en place, ce que j'ai trouvé, c'est que les mecs, ils étaient là, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, donc ils ne posaient pas de questions, ils faisaient le travail. Et ils savaient qu'on était là pour bosser. Ça donnait presque un petit peu plus de place à des interactions un petit peu plus légères entre les joueurs, dans le sens où ils pouvaient déconner, ils pouvaient rigoler pendant les temps de repos, parce qu'ils n'avaient pas besoin de m'écouter tout le temps, parce que je leur avais déjà expliqué en amont ce qui allait être requis d'eux et de ce qu'ils allaient devoir faire et pourquoi et comment. Donc, des instructions, oui, j'en donnais, mais c'était bref parce que j'avais déjà fait le travail en amont. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai trouvé que la qualité de travail était beaucoup plus haute. L'adhérence était beaucoup plus haute aussi, parce que les joueurs, ils savaient pourquoi ils faisaient ça. Ils n'étaient pas juste, ils se pointent et ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Et puis, ah ouais, il faut faire ça, ouais, mais je ne comprends pas, ouais, mais j'arrive pas à faire ça. Donc, je pense que si tu es bien préparé et si tu communiques bien, oui, tu peux absolument gérer une équipe tout seul. Après, bien sûr, plus tu vas aller dans des détails, plus tu vas devoir. Après, il y a des limites dans lesquelles tu peux faire ça, c'est sûr, par rapport à tout ça. Ouais, du coup, non, non, mais excellent sur la réponse. Merci. C'est un peu ce que j'avais envie d'entendre. Après, je parlais aussi, en fait, surtout dans ma question de ta qualité de coaching et d'approche, entre guillemets, individuellement avec ton interaction avec les joueurs. Après, ça me paraît hyper cohérent et c'est vrai que, en fait, c'est ça, surtout la préparation et puis l'approche que tu as avec les joueurs à l'avance et le fait d'avoir beaucoup préparé, c'est vrai que ça paraît cohérent. Après, Ouais. sur ça, ouais, euh, est-ce, est-ce que tu arrives à. Est-ce que tu penses être à 100% et faire vraiment de la qualité sur ton interaction? En fait, c'est surtout ça individuellement avec chacun des joueurs. Si tu as des consignes à, à les donner individuellement, est-ce que tu arrives à t'en sortir et qu'est-ce que ce serait les petites astuces du coup pour être encore meilleur et pas bricoler, pas balancer un truc comme ça parce que du coup, tu as un peu trop à gérer en même temps ou alors que tu sais que entre les gars, c'est que des fois, ça parle un peu ou quoi et puis du coup, ça sort un peu du sujet. Des fois, c'est un peu ça qui pourrait arriver. De toute façon, les gars, tu vas les perdre quand tu commences à parler trop longtemps. Ouais, c'est sûr. Hein, donc, c'est à toi d'être engageant et être engagé et de faire en sorte qu'eux, ils le soient aussi. Donc, tu vois, c'est être à l'écoute. À la fin de la pré-saison, j'avais fait un petit questionnaire par rapport à ce qu'on avait fait, par rapport au contenu, par rapport aux progressions, par rapport à l'aspect ludique. Est-ce que c'était assez chouette? Est-ce qu'il y avait assez de trucs rugby dans mon cadre? Et donc, ça me permet ensuite d'ajuster et de faire mieux la prochaine fois. Après, en termes de coaching, non, tu vas jamais pouvoir être de faire autant et d'être aussi précis qu'avec du coaching individuel, ça c'est sûr. Par contre, je pense que l'idée de faire des groupes, comme j'ai dit avant, de faire 2 ou 3 groupes séparés quand tu parles de différentes qualités. Donc, moi, je sais que j'avais 3 groupes différents pour le travail d'endurance parce qu'ils n'avaient pas tous le même niveau. Un pilier, je ne vais pas le faire courir la même chose qu'un arrière. Et donc, j'avais 3 groupes qui étaient segmentés par rapport à leurs résultats sur le test de 6 minutes. Donc, c'était un test qui ne me prenait pas beaucoup de temps du tout. On a la belle piste à côté, on fait la course sur la piste. Je sépare en 3 groupes et ça me donne mes groupes par rapport au travail d'endurance. Je n'avais pas fait de groupes séparés pour le travail de vitesse, mais c'est vrai que j'aurais pu faire 2 groupes, par exemple, avec un groupe un petit peu plus avancé qui va travailler sur certaines qualités, un groupe peut-être un petit peu moins avancé qui peut-être va faire le même entraînement que le groupe avancé. Par contre, la façon dont je leur parle et les choses auxquelles eux, ils doivent penser ne sont pas les mêmes. Tu vois, donc de faire 2 voire 3 groupes et de se dire, voilà, qui est-ce que je mets dans quel groupe et pourquoi, et de ne pas essayer de tout coacher en même temps, mais de te dire, voilà, quels sont les 1 ou 2 trucs les plus importants que je peux leur apporter à l'heure actuelle et d'essayer de te focaliser là-dessus. En sachant que si tu priorises bien les choses que tu vas coacher, les gars, ils vont s'en ressortir avec 70 ou 80% des bénéfices qu'ils auraient retrouvés. Ils auraient retrouvé un 100% sur un coaching individuel, c'est sûr. Mais même dans une situation où il y a beaucoup de monde, si tu organises bien tes groupes et que tu expliques bien pourquoi et qu'ils ont bien des tâches assignées, on va dire, tu peux avoir une qualité de travail qui est très, très haute. Mais encore une fois, ça demande de l'organisation de ta part, ça demande de la réflexion de ta part aussi pour te dire, OK, quelle qualité physique, pourquoi, quel aspect de cette qualité physique et pourquoi. Et je pense que si tu t'organises comme ça, tu peux faire du très, très bon boulot. Ça marche. Merci. Super. Donc, on a perdu Tim, malheureusement. Il a mis un petit mot dans le chat. Il a dû partir en formation. Donc, j'espère qu'il pourra revenir la prochaine fois pour poser sa question. Malheureusement, il n'a pas eu le temps aujourd'hui.
On repart pour un petit tour. Il nous reste un petit quart d'heure, donc on repart un petit peu pour un tour. Je vais essayer de faire un peu plus court sur les réponses, comme ça tout le monde peut en placer une encore une fois. Donc Payeux, je te laisse relancer. Ouais, du coup, là, c'était plutôt une question globale à tout le monde, un petit sondage rapide pour savoir quel type de support vous utilisez pour faire vos programmations. Est-ce que vous êtes plutôt sur un Excel, un Google Sheet ou vous avez une application pour envoyer vos programmations avec vos athlètes? Donc, je ne sais pas si Rémi t'entraîne actuellement. Donc, si vous pouvez essayer de répondre rapidement, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, ça Ouais. m'intéresserait de savoir. Prenez 30 Moi, si tu secondes veux, je chacun. réponds. Ouais, vas-y Rémi, prenez 30 secondes chacun pour dire quelle plateforme vous utilisez et les bénéfices que vous y trouvez. Puis ensuite, on laisse passer aux autres. Bah moi, comment je pratique en général, enfin, j'ai un Google Drive où dessus j'ai un Google Sheet. Donc moi, je mets mes séances et j'ai une colonne à côté feedback où la personne va me faire des feedbacks sur toutes les séances et moi, je l'autorégule derrière. Et une demi-heure ou trois quarts d'heure par semaine, j'ai un visio avec la personne pour revenir sur les feedbacks, réorganiser tout ça. Et en amont, moi, je m'occupe de réorganiser la planif si je vois que les commentaires, ça va pas. Et puis après, les 45 minutes par semaine, c'est plus pour reguider encore la personne sur la semaine à venir. Et je fonctionne comme ça. Et puis je fais que du coaching individuel, donc enfin, je fais que l'entraînement avec des athlètes en individuel. Donc pour moi, ça marche très bien, quoi. Ok. Vas-y Cortez. Pour ma part, du coup, moi, alors, je fais pas de coaching de remise en forme en ligne, je fais que du coaching haltéro. Du coup, tu dois sûrement connaître, j'ai l'application The Perf Club qui est pas mal pour faire du tracking de données, gérer aussi avec l'état de forme, etc. Il y a des calculs de charge interne, de charge externe qui sont vraiment sympas. Ben, si tu veux, tu peux m'envoyer un message en privé. J'ai oublié ton prénom. Bon, C'est Payeux. PIO. voilà. Ben, tu peux me chercher, tu mets Cortez sur Insta, je t'enverrai les liens, je te mettrai en relation. Et j'utilise aussi un Word tout simple pour les personnes qui aiment pas trop l'appli. Et j'aime beaucoup ça pour une prog générale en altéro parce qu'au final, j'ai beaucoup de liberté, tu vois. Je peux faire une gamme jusqu'à ce qu'il y ait 2 échecs consécutifs, des trucs comme ça. Du coup, j'utilise The Perf Club pour l'aspect tracking de données. Et j'utilise aussi pour les gens où je veux plus de liberté, une feuille Word toute simple, mais sur laquelle je peux customiser à volonté. Ok, super, merci. Vas-y Louis. Yes. Du coup, pour ma part, je vais dire un peu classique. Moi, j'utilise du coup un tableur assez classique sur Excel. Et en fait, tu vois, je crois que Sean, tu n'avais pas fait une vidéo où tu parlais un peu des applis que tu utilisais. Je crois Ouais. que tu étais sur ça. C'était intéressant aussi. Et après, voilà, moi, j'utilise ça parce que je trouve ça se classe très bien et je retrouve mes dossiers très facilement et avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille. Et puis après, instantanément, à partir du moment où je travaille avec quelqu'un, directement, je l'ai en lien sur WhatsApp pour pouvoir envoyer des messages vocaux et être clair dans mes explications et être en contact et disponible au maximum. Après, je ne vais pas dire que c'est l'idéal. Je pense que ça pourrait être encore plus centralisé et je pense qu'il existe des choses encore mieux maintenant. Et je ne vais pas dire que je suis un peu old school là-dessus, mais voilà, moi, j'ai commencé avec ça il y a un peu plus de 6 ans maintenant et du coup, je suis resté dessus et je pense que c'est un des domaines dans lesquels je peux encore améliorer et il va falloir que j'y travaille parce que je pense qu'il y a mieux. Mais ça marche bien comme ça parce que j'y suis habitué. Mais voilà. Ouais, et Ok, super. je vais seconder Cortez. J'ai eu l'opportunité de parler avec le fondateur de Perf Club il y a 2 semaines. Il m'a montré tout ce qui se passait sur la plateforme et tout ce qui pouvait être suivi. Et je pense que, comme a dit Cortez, pour le suivi de la charge, si tu travailles avec quelqu'un qui soit est dans un sport de force, soit va faire beaucoup de travail de lourd, ça peut être très, très intéressant pour ces quantifications-là, pour avoir un suivi qui est assez poussé. Personnellement, j'ai pas vraiment d'athlète à l'heure actuelle qui passe autant de temps que ça sous les barres. Donc, pour moi, ça a moyennement du sens de faire ce suivi-là en charge. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain volume d'entraînement pour justifier un suivi de la charge qui est avancé. Mais dans ce cadre-là, c'est un très, très bon outil.
Et oui, Louis, tu as raison, j'avais fait une vidéo sur les différents outils que j'utilisais. Si vous voulez voir ou utiliser ou copier ma fiche Excel ou Google Sheets que j'utilise, n'hésitez pas à m'envoyer un email derrière, je vous partage ça sans problème. Et Louis, avant que j'oublie, la présentation que j'avais faite pour les joueurs en avant pré-saison, elle est sur ma chaîne aussi si tu cherches sous la playlist rugby normalement. Donc comme ça, tu peux voir un petit peu comment j'avais organisé ça. Ok, il nous reste 10 minutes, donc ça va faire à peu près 3-4 minutes par personne. Rémi, je te laisse y aller. C'était une deuxième question. Ouais, c'était pareil sur de l'énergétique, de savoir si tu trouvais qu'il y avait toujours de la logique sur le polarisé, parce que je sais que tu avais fait une vidéo, je sais plus quand, le high and low. Et voilà, en fait, travailler pareil sur les extrêmes, même avec le nouveau modèle, hein, travailler sur de l'utilisation, par exemple, en local et travailler plus sur de la diffusion au global, au cardiaque. Et si finalement tu avais des gains sur la zone au milieu, et particulièrement en aviron peut-être, parce que moi, je fais de l'escalade et enfin, je vois des similitudes entre les deux. Et Ouais. ton point de vue, si tu trouves que c'est toujours d'actualité ou quoi, ou si. Je pense qu'une des choses qui vient avec la nouvelle façon de voir l'énergétique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recette toute faite pour tout un chacun. C'est que chaque profil est individuel, donc chaque personne va bénéficier d'une orientation de l'entraînement qui est légèrement différente. Un grand truc que tu peux faire déjà, c'est regarder les 3 derniers mois de l'entraînement de la personne et tu regardes les catégories suivantes. Entraînement type cardio, donc basse intensité, type zone 2, long et lent. Du HIIT, que ce soit du CrossFit ou autre, et ensuite du renforcement. Et déjà, par rapport à ça, tu vas pouvoir déterminer s'il y a des trous au niveau de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. L'exemple type, c'est un coach et un crossfitter que j'ai testé il y a de ça 4 semaines maintenant, qui fait beaucoup de crossfit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait énormément de travail en zone 3, peut-être zone 4, mais qui ne fait jamais de travail en zone 2 et qui ne fait jamais de travail en zone 5. Et donc, moi, ce que je lui ai donné comme recommandation, suivant son profil aussi avec le Moxy, c'est qu'il a besoin de faire de la zone 5, ce qui fait mal, ce qui pique. Il me dit chaque séance, chaque intervalle, c'est 10 sur 10 RPE. Donc, c'est du travail qui est très, très dur. Et quand tu fais du CrossFit de manière générale, hein, je généralise, oui, tu vas travailler dur, mais c'est sur des mouvements, c'est sur des périodes de temps qui sont quand même assez longues. Et donc, rarement, tu vas atteindre des très, très hautes intensités de manière soutenue. Et donc, ce travail-là, il va être bénéfique pour quelqu'un qui en fait jamais. Et après, travail zone 2 au niveau structurel, au niveau cellulaire, ça va être super important aussi. Et pour des gens qui font que de la zone 3 et 4, ce qui va littéralement dégrader la qualité de ton muscle et tes mitochondries, ta densité capillaire, etc., simplement parce que tu ne les sollicites pas d'une manière qui va faire qu'ils se développent, eh ben, ces personnes vont bénéficier on va dire, d'une repolarisation de leur entraînement. Donc oui, ils ont besoin de zone 2 et oui, ils ont besoin de zone 5 aussi. Et après, il y a d'autres personnes qui ont un entraînement qui est très, très bien équilibré et qui auront besoin de quelque chose d'autre. Mon athlète Nico, qui fait de la voile, qui s'entraîne beaucoup sur le vélo, qui fait du renfort aussi, lui, son profil est très, très bien équilibré. Et donc, ce qu'on a ajouté, c'est du travail respiratoire parce qu'on n'avait pas encore abordé cet aspect-là avec lui. Et c'est un endroit où il y a du potentiel de développement, surtout s'il n'a pas été fait avant. Et on voit déjà des avancées de ce côté-là pour lui. Donc, ça dépend vraiment de tout un chacun. Mais je pense que oui, d'une manière générale, d'aller chercher dans les extrêmes, si on veut, d'aller chercher dans de la basse intensité, d'aller chercher dans de la haute intensité, et donc de la vraie basse intensité, de la vraie haute intensité, pas du truc que tu dis « ouais, j'ai fait un truc long », mais au final, c'était de la zone 3 parce que tu t'es mis une cartouche, parce que ça te faisait chier d'être à 120 BPM pendant 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, Ouais, bien sûr. Ouais. oui, mais ça dépend pour qui. Ok, d'accord. Ouais, ça me paraît logique. Ouais. Et du coup, euh, finalement, au sein d'un entraînement, enfin, tout à l'heure, tu disais, ouais, on ne peut rien mettre de côté et de toute façon, on va tout développer. Mais est-ce que cette logique-là, tu gardes quand même cette zone-là, on va pas dire zone grise parce que c'est faux, mais est-ce que tu gardes quand même une zone 3 ou une zone de seuil quand tu développes ton polarisé ou alors vraiment tu te dis, ouais, je le mets de côté Non, je pense le mettre de puis côté, ça je ne veut pas développe dire ne après. pas le faire.
Le mettre de côté, ça veut dire simplement dédier moins de volume, moins de temps à cet aspect-là Ouais, par tu rapport aux maintiens. autres aspects que tu veux prioriser. Et ensuite, tu repars sur une autre phase avec un petit peu plus de travail au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est rarement une bonne Ouais, idée je vois bien. d'enlever une qualité complètement de l'entraînement. Parce qu'au final, tu vas devoir rattraper le retard à un moment donné. Donc, autant garder un fil et trouver le seuil minimum qu'il te faut pour maintenir 80-90% des qualités que tu as développées auparavant et juste travailler avec ça comme ta base de maintien et ensuite le remettre, on va dire, au devant de la scène quand on aura besoin. Ok. Top. Cortez, si tu as une deuxième question. Alors, j'ai pas de deuxième question, mais je vais juste te dire un petit mot par rapport à The Perf Club. C'est vrai que, comme tu dis, si t'as pas un mec qui a des gros entraînements en haltéro, par exemple, il y a peu d'utilité. Enfin, ça peut être utile, mais moins. Et effectivement, si t'as pas un athlète qui est sérieux dans le sens qui te rentre pas toutes les charges, qui remplit pas les questionnaires en début et en fin, et tu perds aussi de l'intérêt, parce que l'intérêt, c'est d'évaluer aussi sa forme du jour et toi t'en servir. Donc voilà, c'est pour ça, c'est juste pour dire ça que ça dépend aussi de l'athlète, quoi. C'est pour ça que le Word, je trouve quand même qu'il peut être cool aussi pour certains. Quand tu veux plus de liberté et surtout quand tu as quelqu'un qui juste prend son plan, le regarde et bah. Ouais, absolument. Merci pour le petit ajout là-dessus. Louis? Yes. Du coup, juste par rapport à la question de Rémi, je trouvais que c'était une très bonne question et la réponse aussi. Mais c'est vrai que je trouve ça cool aussi ce nouveau modèle de filière et ensuite parce que du coup, je trouve que avec enfin, dans la préparation physique, je trouve qu'on se masturbe beaucoup des fois le cerveau avec des trucs, des calculs, alors qu'au final, bah, il y a aussi des choses qui sont propres aux individus qu'on entraîne et des fois, il y a juste ça à regarder en fait. Et je trouve que des fois maintenant, il y a tellement de monde dans le, dans le milieu et dans ce boulot maintenant que des fois, un peu pour sortir son épingle du jeu, il y a des mecs qui essaient de sortir des calculs ou qui restent ancrés peut-être un peu trop dans des systèmes de filière et tout, alors qu'au final, tu peux aussi juste essayer de réformer un peu ce que tu penses parce que tu as quelqu'un devant en face de toi qui finalement, ça ne fit pas exactement avec ce que tu penses et qui est écrit dans ton bouquin que tu as vu en 97. Et en fait, enfin, voilà. Du coup, mon question, c'était aussi ceux qui suivaient un peu la question de Cortez tout à l'heure, je crois, par rapport surtout par rapport à ce que tu avais répondu, par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que, et tu en as aussi parlé dans un podcast assez récent avec je ne sais plus comment il s'appelait, le mec avec qui tu as parlé. Je crois qu'il était honneur d'une box de CrossFit. C'était Guillaume? C'est Alter Echo? Peut-être. Vous avez parlé de réseaux sociaux. Ouais, ça devait être sur ça alors. Ouais. Et en tout cas, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Et c'est vrai que ma question, ça serait surtout comment, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais comment essayer justement de se rendre attractif grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais une fréquence peut-être à conseiller par rapport à ce que tu dois publier et comment épurer ça? Parce que moi, je ne suis pas un grand fan et je me rends compte qu'en fait, au final, j'ai eu des retours des fois en disant bah ouais, c'est bien, mais on aurait envie de plus. Ou en même temps, je ne sais pas trop, tu vois. Moi, j'avais lancé un peu l'année dernière sur le premier confinement. Moi, j'avais des trucs à dire et je ne savais pas trop comment le faire avec les gens avec qui j'interviens parce que maintenant, je travaille le plus clair de mon temps, surtout dans une box de CrossFit et puis aussi avec des sportifs et je fais du coaching à côté. Donc voilà, c'est du 50-50 presque. Mais c'est vrai que ce que je transmettais aux gens en individuel, j'avais envie de le dire au plus grand nombre, mais en même temps, ce n'est pas avant la séance que tu vas balancer des infos sur des trucs que tu penses. Ils ne sont pas là pour ça non plus. Donc, j'avais lancé un petit peu des vidéos. Je m'étais filmé en fait simplement parce que j'avais plus de temps et que c'était le truc. Au final, c'était une bonne chose, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais des fois, je ne sais pas trop comment. Tu vois, est-ce que balancer juste un texte comme ça, moi, je vois des trucs passer et j'en suis consommateur aussi et parce que je suis du métier, mais je ne suis pas sûr que des fois, les clients, ce soit ça qu'ils ont envie de faire et se balancer devant un texte, tu vois. Ça, au final, c'est bien pour conseiller peut-être les autres coachs ou peut-être faire des copains dans le milieu, mais je ne suis pas sûr que ça attire vraiment les clients. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller par rapport à ça? Tu vois, autant sur Facebook, Instagram, ouais, enfin sur les réseaux sociaux, tu vois. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, j'avais pas mal Très clair. d'idées dans une seule, mais… Très clair. Va parler à tes clients. Ok. Va leur demander ce qu'eux, ils veulent voir. Ok.
Tu vas leur demander ce qu'ils veulent lire, tu vas leur demander ce qu'ils veulent voir et après, tu fais ça. Tu demandes à chaque personne avec qui tu travailles, tu dis qu'est-ce que tu voudrais voir sur le réseau, qu'est-ce que tu voudrais voir comme information. Tu as une liste de 50 sujets à traiter là, tout de suite comme ça. Et après, tu fais ça, tu réponds à leurs questions. Quand je fais mes pensées du jour, je ne les sors pas du chapeau. Hein. C'est des réflexions que j'ai eues en parlant à un athlète, à un autre coach. Je veux dire, il ne faut pas réinventer le monde. Parle à ton audience. Et ton audience, c'est qui à l'heure actuelle? C'est tes clients, c'est les gens avec qui tu es de manière rapprochée à la boxe de CrossFit. C'est les gens qui te suivent, tes amis peut-être sur certains réseaux aussi. Les gens qui te mettent toujours un petit like sur Facebook, qui te mettent toujours un like sur LinkedIn, etc. Tu leur envoies un petit DM, tu leur dis merci pour ton soutien. Je cherche un petit peu à faire du contenu de qualité. Qu'est-ce que toi tu aimerais voir? Et tu tiens une petite liste, tu te fais une petite fiche Excel, un petit document Word comme tu veux, et après tu envoies et puis tu fais. Et après tu regardes ce que les gens répondent aussi, comment les gens répondent aussi, et après tu fais en fonction. C'est l'écoute. On oublie d'écouter. On se dit ouais, faut qu'on dise, mais écoute d'abord. Écoute ce que les gens te disent, écoute ce que les gens veulent. Et après, une fois que tu as parlé, tu réécoutes pour voir comment ils ont répondu à cette idée-là ou à ce contenu-là. Et après, tu as juste en fonction. Ok. Excellent, merci. C'est top. Yes. Voilà, messieurs, on arrive gentiment au bout. Il est 9h, pile poil, parfait, à la Suisse. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. C'était vraiment cool de pouvoir échanger avec vous. J'espère que j'ai pu apporter quelques précisions sur vos différentes questions. Si vous êtes intéressé à refaire une séance comme ça, je crois que j'ai planifié déjà jeudi prochain à la même heure, donc 8h, jeudi matin, café en main, ou thé, ou autre. En tout cas, merci à tous. Bonne journée. Et puis, si vous avez besoin de précision ou d'autres choses que j'ai peut-être mentionnées pendant l'appel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email s'il vous faut autre chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, bonne journée à tous et puis à tout bientôt. À bientôt. Ciao. Merci, ciao. Yes, merci, toi aussi. Merci. Super. Merci beaucoup. Ciao les gars.